Mes chers abonnés, mes chers élèves les premières années bac sciences maths, première année bac sciences expérimentales, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle capsule, l'activité 3, l'étude statistique des constituants des sédiments. Si vous vous rappelez très bien, la dernière fois dans l'activité 2, on a étudié les différentes figures sédimentaires qui existent, les différentes formes sédimentaires ou bien les différentes structures sédimentaires, à savoir les fonds de dessiccation, les rides, que ce soit des rides symétriques, asymétriques, le litage, la stratification oblique et les traces d'activité des êtres vivants. Donc tout ça, ces études-là nous vont permettre de faire quoi? De reconstituer l'histoire ancienne d'une région donnée. Aujourd'hui, on va faire une étude statistique. Ce que vous devez savoir, mes chers étudiants, que les éléments solides, ils se déplacent. Oui, ils se déplacent depuis leur lieu de naissance pour arriver à leur heure de sédimentation, à leur milieu de dépôt. Durant ce parcours-là, la taille de ces sédiments-là, la taille de ces éléments détritiques, il diminue, il varie progressivement selon des mécanismes complexes. D'où la nécessité d'une étude statistique des constituants des sédiments, comme je peux la nommer, une étude granulométrique. Je dirais, on va faire tous ensemble aujourd'hui une étude statistique, comme je peux la nommer une étude granulométrique ou bien l'analyse granulométrique. Donc, la granulométrie, lorsque vous entendez le terme granulométrie, mes chers étudiants, la granulométrie d'un sédiment, ça signifie quoi? La granulométrie d'un sédiment, il porte sur l'étude de la taille. C'est-à-dire, on veut étudier la taille des grains et leur répartition. Comment la taille des grains et leur répartition. Ok? Donc, c'est ça, la granulométrie. C'est ça ce que j'appelle l'étude granulométrique. Donc, l'étude statistique ou bien l'étude granulométrique des constituants des sédiments, il nous va donner des renseignements, si vous voyez, des informations sur le degré d'homogénéité. C'est-à-dire, est-ce que ce sédiment, il est homogène ou bien il est hétérogène? Et le classement de ces constituants. Est-ce que les constituants des sédiments, est-ce qu'ils sont bien classés, mal classés, très bien classés? On verra ça. Autre chose, l'intérêt de l'étude statistique, il permet d'avoir une idée sur les modalités du transport des sédiments. C'est-à-dire, à travers cette étude statistique, à travers cette étude granulométrique, on va tous découvrir les modalités de transport. Lorsque je parle des modalités de transport, est-ce qu'il s'agit d'un transport éolien par le vent? Est-ce qu'il s'agit d'un transport hydraulique par l'eau? Et on peut ainsi déterminer les milieux de sédimentation. S'agit-il d'un milieu fluviatile? S'agit-il d'un milieu lacustre? S'agit-il d'un milieu marin à la plage? S'agit-il d'un delta? Etc., etc., etc. Donc, les questions qu'on se pose. Comment se fait l'étude statistique des constituants des sédiments? Ou bien comment se fait l'analyse granulométrique des constituants des sédiments? Autre question, comment peut-on exploiter l'étude statistique des constituants d'un sédiment? Donc, c'était une petite introduction à notre activité 3, l'étude statistique des constituants des sédiments, الدراسة الإحصائية لمكونات الرواسب. On commence, mes chers étudiants, notre étude statistique des constituants de sédiments. Tout d'abord, on va faire un petit rappel concernant les composants des sédiments détritiques. Qu'est-ce qu'un sédiment? Vous allez trouver dans ma chaîne une capsule qui explique la notion d'un sédiment. Je ne vais pas trop détailler les choses parce que j'ai déjà expliqué. Ça sera un petit rappel. Qu'est-ce qu'un sédiment, mes chers étudiants? Un sédiment, c'est un ensemble constitué de particules plus ou moins grosses, c'est-à-dire de différentes tailles, ou de matières précipitées ayant séparément subi le transport. Les matériaux des sédiments proviennent, d'où ils viennent ces sédiments? Ils proviennent de l'érosion. Oui, ils proviennent de l'altération des roches préexistantes, des roches antérieures. Quel type de roches? Vous les connaissez, les roches
métamorphiques, les roches magmatiques et même les roches sédimentaires. Donc ça, c'est un petit rappel concernant qu'est-ce qu'un sédiment. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma capsule, que les géologues, ils ont pu classer les sédiments. Ils ont pu subdiviser ou bien diviser les constituants des sédiments détritiques, selon quoi, quel est le critère utilisé? C'est le diamètre. Regardez, très bien, le diamètre. On a pu classer les sédiments selon leur diamètre et ainsi on a pu élaborer une échelle de classification des sédiments. Donc lorsque le diamètre est supérieur à 200 mm, on parle des sédiments de bloc. Lorsque il est entre 200 mm et 20 mm, les galets aux cailloux. Entre 20 mm et 2 mm, les gravillons. 2 mm et 200 micromètres, le sable grossier. Entre 200 micromètres et 63 micromètres, le sable fin ou le sablon. Lorsqu'on passe à 63 micromètres et 2 micromètres, c'est le limon. Inférieur à 2 micromètres, c'est l'argile. Donc ça, un petit rappel concernant la notion de sédiment, concernant les différents types de sédiments, bien les constituants de sédiments. Choisis donc, mes chers étudiants, cette étude granulométrique, le sable. Donc, on a pris comme exemple le sable. Le sable. Pourquoi le sable? Vous devez connaître la réponse. Donc, voilà la réponse que j'ai déjà expliquée. Pourquoi le sable, mes chers étudiants? Le sable, c'est un sédiment détritique, c'est un sédiment meuble qui provient de quoi? Il provient de l'érosion des roches comme le granit. À titre d'exemple, le sable quartzeux ou bien le sable au sens courant du terme et le calcaire. À titre d'exemple, le sable calcaire. Qu'est-ce qu'il contient, le sable? Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les grains de quartz qu'on va étudier. Et vous devez connaître qu'il existe 3 types de sable: sable fluviatile, sable éolien et sable côtier. Donc, on va étudier le sable. On va faire une étude granulométrique ou bien une analyse granulométrique d'un sédiment qui est le sable. Et vous notez et n'oubliez pas cette notion, mes chers étudiants. La granulométrie d'un sédiment, ça sert à quoi? On veut étudier quoi? On veut étudier la taille. On veut étudier les dimensions des grains et leur répartition. Donc, c'est ça l'objectif de l'étude granulométrique. On utilise l'acide chlorhydrique, HCl, donc sur notre échantillon pour se débarrasser du calcaire. Donc, je répète, après lavage sous eau courante, sous eau abondante pour éliminer le limon et l'argile, on ajoute l'acide chlorhydrique sur notre échantillon pour éliminer le calcaire. On ajoute aussi de la matière organique pour éliminer, on ajoute aussi l'eau oxygénée H2O2 pour éliminer la matière organique. Donc, première étape, tamissage. Dans les diamètres, dans un tamis, dans les diamètres d'émail allant de 1/6. Après, lavage de l'échantillon à l'eau courante. Pourquoi? Pour éliminer l'argile et le limon. Troisième étape, l'ajout de l'acide chlorhydrique pour éliminer le calcaire. Quatrième étape, l'ajout de l'eau oxygénée pour éliminer la matière organique. Quand on a exercé ces étapes-là, c'est-à-dire la préparation du sédiment au tamissage, qu'est-ce qu'on fait? On lave sous l'eau notre échantillon, on le fait sécher dans un four, dans l'étuve, puis on pèse l'échantillon de sable prêt pour le tamissage. Ok? C'est ça. Après tout ça, on lave, on sèche à l'étuve et on pèse l'échantillon. C'est ça. Donc, regardez avec moi le tri des grains de quartz. La deuxième étape, comment se fait le tri? On sèche l'échantillon du sable dans une étuve, puis on fait peser 100 grammes de cet échantillon et on le met où? Dans le tamis supérieur d'une série de tamis emboîtés les uns dans les autres. Donc voilà, si vous voyez avec moi à ma droite, voilà. Donc après toutes ces étapes-là, on pèse 100 grammes de notre échantillon et on la pose
sur, ça c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou bien 9. On l'a mis sur une série ou bien sur une colonne de tamis l'une sur l'autre. Comme vous voyez, une colonne de tamis, ça c'est ce que j'appelle une colonne de tamis. Mais dans les dimensions des mailles des tamis, ils sont décroissants du haut vers le bas. C'est-à-dire, lorsqu'on descend du haut vers le bas, le diamètre il est décroissant. Ok? Donc c'est ça, une colonne que je vais nommer, je peux la nommer une colonne de tamissage. Qu'est-ce qu'une colonne de tamissage? C'est une série de tamis de contrôle qui sont emboîtés, qui sont empilés les uns sur les autres par ordre croissant ou bien par ordre décroissant d'ouverture de mailles. C'est-à-dire de base en haut et de en haut en bas. C'est clair? De en haut en bas, on descend et de base et de la base en haut, on remonte. OK? Donc, je réexplique pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, après avoir fait plusieurs étapes, donc on fait quoi? Je répète donc les étapes. Prendre l'échantillon de sable, laver le sable avec de l'eau courante pour se débarrasser de l'argile et de limon, traiter le sable avec HCl pour éliminer le calcaire, puis avec l'eau oxygénée pour éliminer la matière organique, rincer le sable, sécher dans une cuve, puis on pèse une quantité de 100 grammes de chaque échantillon de sable et on l'a mis dans une colonne de tamis. Donc voilà mes chers étudiants, une colonne de tamis, une série de tamis emboîtés les uns sur les autres ou bien empilés les uns sur les autres. Ok? C'est ça une colonne de tamis. Et une série de tamis ou bien une colonne de tamis qui sont empilés les uns des autres. Les dimensions des mailles des tamis sont décroissantes comme vous voyez. On a 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,125 mm, 0,063 mm. Donc, des tamis dont les ouvertures sont décroissantes du haut vers le bas et elles sont croissantes du bas vers le haut. Ok? Donc, c'est ça. Une série de tamis. Donc, cette série de tamis, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre cette colonne de tamis, empilés les uns sur les autres, vibrer sur ce que j'appelle ça, c'est quoi? C'est une tamisseuse. Cette tamisseuse, elle va nous faire vibrer, elle va nous faire bouger cette série de tamis. C'est ça. On va faire agiter les tamis, que ce soit manuellement, avec nos mains ou bien à l'aide de cette tamisseuse par des vibrations qui sont circulaires et verticales pendant 15 minutes. Ces vibrations, mes chers étudiants, qu'est-ce qu'on va nous permettre? Ils vont nous permettre de répartir les grains de sable selon quoi? Si vous allez me dire, selon leur diamètre, selon les dimensions, sur les différentes tamis, en fonction de quoi? En fonction de leur taille. Ok? Donc, on va agiter pendant 15 minutes. Cette agitation, ces vibrations vont nous permettre de séparer les constituants du sable selon quoi? Selon leur dimension, selon leur diamètre. J'espère que c'est clair. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Qu'est-ce que je fais? Je fais que cette série de tamis sera soumise à des vibrations, sera soumise à des secousses conduisant à la répartition, à la distribution des particules le long de la colonne de tamis sèche. Une autre remarque que je peux rajouter que ces secousses-là, je peux les faire électriquement à l'aide de cette machine, à l'aide de cette tamisseuse, comme je peux les faire, ils peuvent être provoqués manuellement ou bien grâce à cette machine à tamiser. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Après ces 15 minutes, je vais récupérer le résultat. Donc, quel sera le résultat? Voilà un petit schéma qui va vous faciliter de bien comprendre une série de tamis.
une colonne de tamis dont le diamètre elle est décroissant du haut vers le bas. Le premier tamis 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm. Donc, après toutes ces étapes que je viens d'expliquer, après tamissage, qu'est-ce que j'en ai? Chaque tamis, يعني كل غربال, mes chers étudiants, il divise les particules qui lui sont appliquées en deux fractions. Donc, chaque tamis divise les particules qui lui sont appliquées en deux fractions. Qu'appelle-t-on ces fractions? Première fraction, c'est le refus. Et deuxième fraction, c'est le tamisa. Vous allez me dire quelle est la différence entre refus et tamisa. Le refus, donc ça c'est bien, ça c'est mon tamis, ça c'est mon tamis. Donc, dans le premier tamis, on a un refus. C'est quoi le refus, mes chers étudiants? C'est la quantité du sable qui est retenu sur le tamis. C'est la quantité du sable qui est retenu sur le tamis, c'est-à-dire qui n'est pas passé au deuxième tamis. Pourquoi? Parce que son diamètre, elle est très grand. Donc, on a une quantité qui sera retenue en haut. C'est ce que j'appelle le refus. La quantité de sable qui passe, qui traverse le tamis 1 vers le tamis 2 sous agitation, qu'est-ce que je vais la nommer? Je vais la nommer le tamisa. Le tamisa, c'est-à-dire le passant, c'est-à-dire la quantité du sable qui passe à travers le tamis. Donc, retenez bien le refus qui est retenu et le tamisa, c'est le passant, c'est la quantité de sable qui passe à travers le tamis. Donc, c'est bien clair. Chaque tamis, je le dis, je le répète, elle divise des particules qui lui sont appliquées en deux fractions. Un refus qui correspond aux particules retenues sur le tamis et le tamisa ou bien le passant, c'est quoi? Elle correspond aux particules appliquées au tamis inférieur, c'est-à-dire la quantité de sable qui passe au tamis inférieur. Et la même chose, ça c'est pour le tamis 1. Pour le tamis 2, qu'est-ce que le tamisa qui est passé ici sera quoi? Il sera le refus pour le tamis 2. Et ainsi de suite, on aura une autre quantité qui passe. Et la même chose, le tamisa du tamis 2 sera le refus pour le tamis 3. Donc, c'est bien clair. Donc, après agitation, qu'est-ce que je vais récupérer? Moi, je vais mesurer, je vais peser, pardon, le terme que je dois utiliser ici, vu que c'est une masse, c'est un poids. Donc, je vais peser le refus de chaque tamis. Donc, de chaque tamis. Les étudiants, à l'issue de l'agitation, après l'agitation, le refus, ce qui est retenu de chaque tamis, le retenu de chaque tamis, de tamis 1, de tamis 2, de tamis 3, de tamis 4, de tamis 6, de tous les tamis que j'en ai dans la colonne, donc le refus, le retenu, la quantité de sable qui est retenue de chaque tamis sera recueilli et sera pesé avec soin et je vais réunir mes résultats dans un tableau. Ok, je vais réunir les résultats obtenus dans un tableau. Voilà notre tableau, comment on va procéder. Donc, le tableau de résultats, les résultats de l'analyse granulométrique. Notez, on est en train de faire une étude statistique. On était en train de faire une étude granulométrique. Qu'est-ce que c'est la granulométrie? Est-ce que vous vous rappelez de la définition de la granulométrie que j'ai déjà définie? Donc, il porte à quoi la granulométrie, mes chers étudiants? À l'étude de la taille des grains. Oui, on va étudier la taille des grains et leur répartition. Donc, une fois toutes ces étapes que je viens d'expliquer, je vais réunir mes résultats dans un tableau. Voilà le diamètre des particules, le diamètre des colonnes, comme vous voyez, il est décroissant. 8 à 1, 6, 4 à 8, 2 à 4, ainsi de suite. Voilà le poids de refus. Donc, c'est clair. Donc, chaque tamis, je pèse son refus. Je pèse la quantité du sable qui a été retenu sur le premier tamis. Par exemple, le premier tamis ici, j'ai trouvé 6,25. Pour le deuxième tamis, dont le diamètre des particules allant de 4 à 8, quel est le poids de refus? C'est 11,25. Pour le troisième tamis, dont le diamètre allant de 2 à 4, quel est le poids de refus? C'est 20. Et ainsi de suite.
Donc, c'est clair. Donc, ce sont ces données-là, vous les aurez. Le prof, bon, par exemple, dans l'examen, le prof va vous donner ça. C'est clair. Ce que vous demande à faire, ce que le prof vous demande à faire, à calculer, c'est quoi? Écoutez avec moi. Il va vous demander de calculer ce que j'appelle le pourcentage de refus. Le pourcentage de refus, il va vous demander de calculer le poids cumulé, il va vous demander aussi de calculer le pourcentage cumulé. Vous allez me dire, maîtresse, qu'est-ce que c'est que ça? Ne craignez rien, je vais expliquer. Comment calculer le pourcentage de refus? Vous connaissez le terme refus, mes chers étudiants, maintenant. Le refus d'un tamis, il représente la partie de l'échantillon de sable qui n'est pas passé à travers les mailles du tamis, oui, qui était retenu. Donc, comment calculer ça? Je vais consacrer la séance prochaine pour vous montrer théoriquement sur un tableau aussi comment faire le calcul. Maintenant, je vais tout simplement l'expliquer et je laisse les traces d'écriture pour la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, pour calculer le pourcentage de refus, vous devez faire quoi? Ce que vous allez faire, c'est la règle de 3. C'est la règle de 3 que je vais vous montrer la séance dernière, Inch'Allah. La séance prochaine, Inch'Allah. C'est la règle de 3. C'est-à-dire, vous allez déterminer son pourcentage par rapport à la masse totale de l'échantillon étudié. Donc, pour calculer le pourcentage de refus, donc vous devez faire la masse totale, c'est-à-dire calculer toute la masse de ces refus-là, et le pourcentage, c'est-à-dire 100%, c'est la règle de 3 que je vais pratiquer avec vous la séance prochaine, Inch'Allah, la capsule prochaine, pour ne pas avoir une capsule trop longue. Parce que l'objectif de cette capsule, c'est de vous montrer comment se fait l'étude statistique, comment se fait l'étude granulométrique. Donc, je pense que ma capsule touche à sa fin. Je vais m'arrêter là, mes chers étudiants. Si vous en avez des problèmes, vous me les passer dans la partie commentaires ou bien sur ma page Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Beaucoup de pouces bleus, beaucoup de commentaires. J'en ai besoin. Donc, je vous adore.